Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux synthèses des connaissances menées dans le cadre du programme de recherche Faire du Québec une société apprenante apte à s'adapter à un marché du travail en évolution. Nous entendrons tour à tour Alexandra Lecourt de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Gustavo Adolfo Angulo Mendoza de l'Université TÉLUQ pour une rencontre qui prendra fin avant 11 heures. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec, et c'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui en compagnie de Marie-Josée Bouchard du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous compterons également sur le soutien logistique et technologique de ma collègue Audrey Asselin, qui pourra vous aider avec tout souci technique au besoin et qui vous communiquera plusieurs informations via le chat. Précisons que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a financé la totalité des recherches que nous aborderons aujourd'hui. Nous le remercions d'ailleurs pour la place accordée à la recherche afin de soutenir ses orientations, éclairer ses décisions ou élaborer ses stratégies pour appuyer les milieux pratiques et citoyens et contribuer ainsi à la richesse d'une société apprenante. D'autres ministères ont aussi collaboré à la définition des objectifs et des besoins du programme et ont suivi de près les travaux des équipes de recherche. Donc, je les nomme le ministère de l'Économie, de l'Éducation du Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur et puis le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le programme est lié de près à la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027, où le gouvernement du Québec a exprimé sa volonté de miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants et de participer activement à la résolution des défis de société grâce à des solutions innovantes, ce qui inclut le grand défi visant à faire du Québec une société apprenante au sein de laquelle chacune apprend tout au long de sa vie afin de s'épanouir personnellement et professionnellement tout en répondant aux besoins du marché du travail en constante évolution et marqué par la rareté de main-d'œuvre. L'objectif principal de l'action concertée Faire du Québec une société apprenante est d'améliorer les connaissances sur les stratégies, outils et moyens qui permettront de poursuivre l'établissement d'une culture de l'apprentissage tout au long de la vie au Québec grâce à des analyses critiques, notamment sur les différents cadres nationaux de compétences et référentiels de compétences à acquérir en milieu scolaire ou en emploi qui ont été développés et qui sont actuellement disponibles ou utilisés. Le programme vise des analyses critiques des mécanismes, outils et pratiques pour reconnaître les compétences issues des parcours d'apprentissage scolaire, professionnel des individus et puis des différentes pratiques de gestion prévisionnelle des compétences en milieu de travail. Donc, stratégie, levier, outils. Ultimement, ces connaissances contribueront à doter le Québec d'un cadre national des compétences et d'une plateforme commune desservant l'écosystème constitué des individus, acteurs du marché du travail, milieux de formation et l'État aussi pour une meilleure adéquation entre les besoins et les ressources de chacune. Vous aurez compris que ce programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Donc, aux actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les besoins, les objectifs de recherche du programme, alors que le Fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement allant de la coordination des comités d'évaluation qui sélectionnent les dossiers déposés jusqu'à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et de différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique, de la propriété intellectuelle des chercheurs, des chercheuses. Puis, au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, nous tenons une activité de transfert des connaissances, celle qui se tient aujourd'hui, pour laquelle vous vous êtes mobilisés, qui devrait permettre l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre qu'on est réunis. Donc, quelques consignes, hein. On est un grand nombre de personnes aujourd'hui en ligne. Vous étiez plus d'une centaine de personnes inscrites. Vous provenez de différents milieux aussi, donc quand même, vous avez des profils diversifiés. Ça risque de générer des échanges très riches, des échanges que nous encourageons d'ailleurs. J'insiste tout de même sur le fait que ces échanges se feront dans un cadre sécuritaire où la bienveillance, le respect sont de mise.
Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe disposera de 30 minutes de parole. Nous les entendrons ainsi tour à tour, puis vous pourrez poser vos questions pendant les 15 minutes qui suivront leur présentation. Si vous avez une question qui vous vient en tête, vous voulez tout de suite la poser dans la boîte de discussion, n'hésitez pas, mais sachez qu'on y répondra à la toute fin pour vraiment laisser la place aux 30 minutes de parole de chaque équipe. Je suis accompagnée, comme je le mentionnais plus tôt, de Marie-Josée Bouchard du ministère de l'Enseignement supérieur. Elle a généreusement accepté d'animer la période d'échange, se proposant ainsi d'être votre porte-voix puisque vos questions sont, comme je viens de le préciser, à inscrire dans la boîte de discussion. Vous constaterez que vos caméras, vos micros ne peuvent pas s'activer puisque nous enregistrons la séance pour la rediffuser sur notre chaîne YouTube du Fonds de recherche du Québec d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas rediffusée. Par ailleurs, je vous informe que les questions qui sont écrites dans la boîte de discussion ne sont visibles qu'aux panélistes, qu'aux personnes que vous voyez à l'écran. Elles ne sont pas accessibles aux personnes, là, au public, en fait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Ça ne va pas interrompre, là, le flot de paroles de nos équipes. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Alexandra Lecourt de l'Université du Québec à Trois-Rivières à nous présenter sa synthèse des connaissances s'intitulant Création d'un cadre national de compétences pour les parties prenantes des domaines de la formation à l'emploi et du marché du travail au Québec, un examen de la portée pour dégager les paramètres essentiels à considérer. Alors qu'elle amorce son partage d'écran, je me permets de la présenter brièvement. Alexandra Lecourt est professeure titulaire au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheuse régulière au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Spécialiste des compétences au travail, elle s'intéresse particulièrement aux conditions qui favorisent la participation au travail d'une main-d'œuvre diversifiée, qu'il s'agisse de personnes vieillissantes, en situation de handicap, issues de l'immigration ou en transition de carrière. Elle a un souci particulier pour l'intégration des principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans la formulation, le développement et l'évaluation des compétences professionnelles. Elle a développé une expertise reconnue dans la réalisation de recensions complexes d'écrits scientifiques qu'elle mobilise pour faire émerger des cadres conceptuels et des outils pertinents pour les milieux de la pratique. Elle a dirigé le projet Création d'un cadre national de compétences, un examen de la portée pour dégager les paramètres essentiels à considérer, qui vise à déterminer les paramètres de la création d'un cadre national de compétences partagés par les parties prenantes des domaines de la formation à l'emploi et du marché du travail au Québec, afin de soutenir l'évaluation, le développement et la pérennisation des compétences dans des contextes organisationnels variés. Donc, je n'en dis pas plus. Je vous remercie pour votre présence et je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Excellent, je vous remercie beaucoup. Karine, vous pouvez me dire si mon partage d'écran fonctionne? On voit bien ma présentation. Très bien. Excellent. Bon, alors bonjour tout le monde. Donc, j'ai été présentée. Alors, je vais aller directement là, à la présentation des résultats de notre projet. Donc, ça me fait plaisir là, d'être ici aujourd'hui là, pour vous présenter là, en 30 minutes le travail en fait de la dernière année là, sur le projet là, inscrit dans l'action concertée Faire du Québec une société apprenante apte à s'adapter à un marché du travail en évolution. Je vous présente les résultats de notre examen de la portée qui a été réalisé avec mes collègues Julie Lévesque-Côté de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Sylvain Lescher de l'Université du Québec à Rimouski et nos professionnels là, et assistants de recherche qui ont collaboré de façon rigoureuse là, à la réalisation du projet. Donc, le plan de la présentation va être assez classique. Je vais revenir sur les objectifs de la recherche. Je vais passer beaucoup de temps à vous présenter les résultats, les retombées et les applications là, qui sont possibles de ces résultats-là. On va aborder certaines pistes de solutions qui peuvent être mises en place à la suite de notre travail de recherche. Et évidemment, là, on va parler des limites et des pistes de recherche pour le futur. Donc, notre projet s'inscrit dans le contexte
de la complexité de la situation de la main-d'œuvre au Québec actuellement, où on voit une rareté de main-d'œuvre dans certains domaines et aussi une diversité dans les profils de travailleurs, une diversité à plusieurs niveaux, au niveau identitaire, au niveau des parcours de formation, au niveau des capacités. Bref, il y a toutes sortes de personnes qui façonnent la main-d'œuvre du Québec dans un marché du travail en constante évolution. Donc, considérant ce contexte-là, on trouvait important d'établir des fondements théoriques communs qui vont à la fois rallier les milieux de la formation et les milieux de l'emploi autour de compétences transversales qui peuvent être développées par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs au Québec. Donc, c'est dans l'objectif de favoriser ce maillage-là et sa concertation-là entre les parties prenantes des domaines de la formation à l'emploi et du marché du travail qu'on a cru bon que le développement du cadre national de compétences qui tient compte des besoins de chacune des parties soit un élément, dans le fond, structurant pour favoriser un apprentissage et un développement continu là, des compétences. Donc, notre projet de recherche visait à déterminer les paramètres de la création de ce cadre national de compétences-là, qui serait partagé par les parties prenantes des domaines de la formation à l'emploi et au marché du travail. Donc, je vous rappelle que l'objectif n'est pas de créer le cadre national de compétences comme tel, mais bien d'identifier en amont quels sont les éléments à réfléchir, quels sont les incontournables à considérer pour développer un cadre de compétences qui soit implantable et aussi qui soit pérenne là, dans le futur. On veut que ce soit un outil qui puisse suivre l'évolution là, du marché du travail et de la formation. Donc, nos objectifs spécifiques pour y arriver, ce qu'on a voulu faire, c'est décrire les référentiels de compétences transversales qui sont existants actuellement. On a aussi trouvé important de proposer une définition opérationnelle commune de la compétence qui va être partagée par les milieux de la formation à l'emploi et du marché du travail. On a identifié les familles de compétences transversales qui sont incontournables à intégrer dans le cadre national de compétences et on va décrire les facteurs à considérer pour implanter et pérenniser le cadre national de compétences. Pour y arriver, on a utilisé un examen de la portée qui est une technique de synthèse de connaissances. Si vous voulez plus de détails précis sur la méthodologie, je vous invite à lire le rapport de recherche. Mais sachez, dans le fond, que c'est une stratégie. On a élaboré la stratégie documentaire là, avec l'aide d'une bibliothécaire conseil pour identifier les documents là, qui permettaient de répondre à notre objectif de recherche. Donc, je vous rappelle qu'ici, nos données, en fait, sont issues de la littérature existante. Donc, on n'a pas collecté de données auprès de participants. L'objectif du projet s'inscrivait dans une synthèse de connaissances. Donc, on a uniquement utilisé des données publiées, à la fois des données scientifiques, mais ça peut être aussi des données qu'on appelle de la littérature grise, donc qui s'inscrivent dans des rapports gouvernementaux, dans des publications professionnelles, sur des plateformes web, etc. Donc, la collecte de toutes ces données-là nous a permis d'extraire les informations provenant des documents pour pouvoir répondre à nos questions de recherche. Pour ce qui est des principaux résultats à la suite de ce travail d'extraction de la littérature-là et d'interprétation des données, on a été capable de fournir 4 livrables que je vais vous expliquer là, ce matin. Premièrement, on a été en mesure de décrire les cadres de compétences des domaines de la formation et de l'emploi qui existent présentement, de fournir la définition opérationnelle commune de la compétence, de dresser la liste des compétences transversales à intégrer dans le cadre national commun et de faire une représentation visuelle des paramètres clés pour implanter et pérenniser le cadre national de compétences. Puis, vous allez voir que je vais vous présenter aussi une proposition de marche à suivre pour développer, implanter et pérenniser le cadre qui découle de ces 4 livrables-là. Donc, on est en mesure d'intégrer l'ensemble de nos résultats pour proposer une marche à suivre concrète, facilement utilisable là, dans la pratique. Donc, pour ce qui est des cadres nationaux, des référentiels de compétences, pardon, faut savoir que notre recherche s'est concentrée sur les cadres publiés dans les 15 dernières années.
puisqu'on voulait une lecture contemporaine là, de l'état de la situation. Donc, on a été en mesure d'identifier 29 cadres de compétences transversales. Donc, on parle ici, ici, c'est important de préciser qu'on s'intéressait vraiment aux compétences transversales, c'est-à-dire que les cadres de compétences spécialisées ou sectorielles ou spécifiques à une profession ont été écartés de notre recension d'écrit parce que ça répondait pas à notre objectif de vraiment avoir une lecture euh, transversale et intersectorielle. Donc, on en a identifié 29 qui répondaient à nos critères là, d'inclusion et d'exclusion. Et la majorité était très récente. Hein. 38 là, ont été publiés là, dans les 5 dernières années. On a une lecture assez internationale avec des cadres de compétences qui proviennent de plusieurs continents. La majorité proviennent toutefois là, de l'Europe là, et de l'Amérique, mais on en a quand même là, de d'autres continents. La plupart des cadres proviennent des domaines de l'emploi et du travail avec plus de 50 et des domaines et du domaine de l'éducation avec près de 40 mais on a quand même aussi identifié des cadres qui proviennent de domaines connexes, mais qui s'appliquaient au contexte de la formation à l'emploi et du marché du travail. Et pour les champs d'application des cadres qu'on a trouvés, en fait, la majorité des cadres s'adressait à nos deux cibles. Alors, nous, on s'intéresse au milieu de la formation et au marché du travail. Puis, on a identifié que 52 des cadres qu'on a recensés s'adressaient à ces deux types de champs d'application-là, mais il y en a quand même qui étaient spécifiques là, à un des deux champs. Là, parfois, certains cadres étaient uniquement destinés au milieu de la formation et d'autres au marché du travail. Donc, ça, c'était notre point de départ. Hein. Ces 29 cadres-là étaient notre point de départ pour aller chercher les informations pour répondre à nos questions de recherche. Donc, on était en mesure d'extraire l'information, de les comparer, afin de s'assurer que si on avait une base solide là, pour favoriser un système commun là, de classification des compétences. Pour ce qui est de la définition opérationnelle commune de la notion de compétence, euh, ici, dans le fond, on a identifié dans chacun des cadres qu'on avait dans notre recension d'écrit, on a identifié les caractéristiques de leur définition de la compétence, de la définition de la compétence qui était utilisée dans ce cadre-là. Et donc, on a identifié les caractéristiques principales qui sont communes à la fois au marché de l'emploi et au milieu de la formation, parce qu'on voulait s'assurer que la définition qu'on proposait dans notre recherche soit applicable pour nos deux cibles d'action, nos deux champs d'application. Donc, notre analyse, elle nous a permis d'identifier les caractéristiques principales pour formuler une définition exhaustive. Dans le rapport, on a aussi plusieurs exemples de chacune de ces caractéristiques-là. Là, je vais vous en faire, dans le fond, une lecture synthétique. Un résumé, c'est un peu de la compétence, mais si vous voulez plus d'informations, dans le rapport, on a vraiment détaillé chacune des caractéristiques qui doivent former la définition de la compétence. Donc, la compétence, comme à l'issue de nos travaux, on l'a définit comme la capacité à mobiliser de manière intégrée des ressources personnelles. Donc, ça peut être des habiletés, des connaissances, des comportements et aussi des ressources environnementales. Donc, ça peut être du matériel, la mobilisation de l'environnement physique, la mobilisation de l'environnement social pour agir efficacement dans un contexte donné, que ce soit en formation ou en emploi. La compétence, c'est un comportement observable. Donc, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se manifeste. On parle que c'est acquis et évolutif et que ça se développe par l'expérience. Donc, la compétence, ça peut s'apprendre, ça peut s'améliorer avec le temps, avec la pratique. C'est quelque chose qui n'est pas statique, qui est dynamique. On a aussi identifié que c'est étroitement lié à la performance et à l'atteinte d'objectifs et que ça permet de s'adapter à des variétés de situations. Donc, la compétence, ça s'articule dans l'action et ça peut se transférer à plusieurs types de situations, que ce soit dans un parcours de formation ou dans une trajectoire professionnelle. On a aussi identifié que les compétences peuvent varier en complexité. On a différents niveaux
de complexité pour une même compétence et elles peuvent être classées aussi selon des niveaux de maîtrise. Donc, si on est en début de formation versus si on est un employé chevronné, bien, on n'aura pas le même niveau de compétence pour une situation similaire. Ça s'exprime dans un contexte précis, donc ça nécessite une adaptation au contexte, hein. La compétence, elle est intimement liée à son contexte parce qu'elle est mobilisée, elle est manifestée à l'intérieur de ce contexte-là. Donc ça, c'est les caractéristiques principales de notre définition de la compétence qui est basée sur les cadres nationaux qu'on a identifiés et qui s'articulent à la fois pour le milieu de l'emploi et le milieu de la formation. La liste des familles de compétences transversales à intégrer dans le cadre national de compétences. Donc, on a identifié 3 grandes familles de compétences qui sont, selon les écrits qu'on a identifiés, des incontournables qui doivent se retrouver dans un cadre national de compétences. Ici, je vais vous présenter brièvement les 3 grandes familles de compétences et je vais vous expliquer notre légende de couleur pour que vous compreniez. En fait, c'est que les compétences qui sont indiquées en vert, c'est celles qu'on a retrouvées dans plus du 2 tiers des documents. Donc, c'est celles qui sont les plus prévalentes dans la littérature qu'on a consultée. Je ne dis pas que ça veut dire qu'elles sont les plus importantes, mais c'est celles qu'on a retrouvées le plus grand nombre de fois dans les différents documents qu'on a consultés. En mauve, c'est celles qu'on a retrouvées entre 1 tiers des documents et 2 tiers des documents. Et en bleu, c'est celle qui se retrouvait dans 1 tiers des documents ou moins. Donc, elle était quand même présente dans un grand nombre de documents, mais c'est elle qu'on a retrouvée peut-être un peu moins. Euh, donc, je vous les explique brièvement. On a tout d'abord les compétences intra-personnelles. Ça, c'est des compétences qui vont permettre à l'individu de gérer ses pensées, ses émotions, son comportement. Aussi, ça va lui permettre de soutenir son autonomie, sa résilience, puis sa capacité d'adaptation dans différents contextes de formation et d'emploi. Ça inclut, entre autres, les compétences cognitives. Donc, quand on parle de compétences cognitives, on va parler de la capacité de réfléchir, de résoudre des problèmes, de planifier, d'organiser. Donc, ça, c'est des compétences qui vont soutenir la pensée critique, l'analyse et l'action autonome. On a ensuite de ça les compétences communicationnelles qui, elles, concernent la capacité à s'exprimer, à déchiffrer le langage. C'est des compétences qui sont essentielles à la transmission puis à la réception des informations dans différents contextes. On a les compétences informationnelles et technologiques qui renvoient à la capacité à gérer l'information, à utiliser, à interpréter la technologie. Puis ces compétences-là, elles soutiennent la littératie numérique et la gestion des connaissances dans un environnement en constante évolution. Et enfin, on a les compétences d'autogestion qui vont inclure la capacité de la personne à résister à l'effort mental, à résister au stress et aux pressions. Donc, ça va être une des compétences qui vont être fondamentales pour le développement de l'autonomie, de la résilience, de l'équilibre personnel. Ensuite de ça, on a les compétences interpersonnelles. Donc, les compétences interpersonnelles, elles vont soutenir la qualité des relations humaines, la collaboration, le leadership. Elles vont mobiliser des habiletés affectives, sociales, éthiques. Elles sont essentielles, en fait, pour la cohésion des équipes et le vivre ensemble. Quand on parle de compétences interpersonnelles, on va parler de compétences affectives qui vont faire appel à la capacité à manifester une intelligence émotionnelle, à montrer de l'empathie, à faire preuve de savoir-être. Donc, elles permettent de reconnaître ses propres émotions, celles des autres, de développer des relations harmonieuses et respectueuses. Les compétences comportementales, elles font référence à la capacité à collaborer efficacement, à faire preuve de leadership adapté selon les contextes. Elles sont indispensables pour la participation active à des équipes, pour la résolution des conflits, pour la coordination d'actions collectives. Et on a aussi les compétences de développement de soi et de développement des autres dans la catégorie des compétences interpersonnelles. Ces compétences-là vont inclure la capacité à apprendre en continu, à s'auto-évaluer, à offrir du mentorat et vont soutenir la progression personnelle et professionnelle en favorisant l'accompagnement du développement des autres.
Et on a une troisième catégorie de compétences, donc une grande catégorie qu'on a appelée organisationnelle et sociétale. Ces compétences-là vont favoriser l'engagement responsable envers l'organisation et la société, en valorisant le professionnalisme, l'inclusion, la durabilité et la participation à des environnements collectifs équitables. Donc, ces compétences-là peuvent être déclinées en compétences organisationnelles. Donc, les compétences organisationnelles concernent la capacité à s'engager dans l'organisation, à être centré sur les besoins du client, à user de professionnalisme. Elles reflètent la capacité de la personne à agir de manière responsable, efficace, alignée sur les objectifs collectifs. On a aussi des compétences sociétales qui vont englober le respect des principes d'équité, de diversité, d'inclusion. Elles vont renforcer la capacité à évoluer dans les milieux variés, valoriser la justice sociale, le respect des différences. Et on a les compétences de développement durable qui, elles, renvoient à la capacité à agir pour le développement durable, à adopter des comportements éco-responsables, à contribuer à un avenir plus viable. Donc, ça, c'est l'ensemble des compétences qu'on a identifiées comme étant le cœur, dans le fond, d'un cadre national de compétences transversales. Donc, ça serait les incontournables. Après, on pourra bonifier avec d'autres types de compétences, comme je vais vous parler un petit peu plus loin, mais ça devrait être la base, selon les écrits qu'on a consultés. Ensuite de ça, ça m'amène à vous présenter, dans le fond, le modèle logique qu'on a développé pour représenter visuellement les paramètres clés à considérer dans le développement d'un cadre national de compétences. Donc, le modèle logique, c'est un outil structurant, pardon, pour encadrer le développement d'un cadre national de compétences. Il met en relation différents paramètres qu'on doit réfléchir avant de se lancer dans la création d'un cadre national de compétences. Tout d'abord, notre travail a permis d'identifier que l'objectif central doit être clair et bien formulé pour assurer, dans le fond, que le projet soit compris de la même façon pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, l'objectif de créer un cadre national de compétences partagé par les milieux de la formation et de l'emploi doit être au cœur du développement du cadre national. On a aussi identifié que le 5 groupes cibles doivent être impliqués dans la création du cadre national de compétences. Entre autres, les acteurs du marché du travail, qu'on parle d'employeurs, d'employés, les acteurs du milieu de la formation, les enseignants, des étudiants, des diplômés, des organisations d'enseignement, le gouvernement, des experts en matière de compétences et les citoyens parce que c'est les usagers finaux, en fait, des systèmes d'éducation et d'emploi. Donc, ces groupes cibles-là doivent être consultés à différents moments dans la création du cadre national de compétences. Et aussi, il faut garder en tête que c'est pour eux. C'est pour eux qu'on va développer ce cadre-là. Ça va être eux les utilisateurs, dans le fond, du cadre de compétences. Après ça, on a identifié le processus à mettre en place. Donc, dans le processus, on a d'abord les intrants. Les intrants, c'est des ressources qui sont nécessaires pour la création du cadre national de compétences. Donc, elles vont se manifester de différentes formes. Entre autres, ça va prendre des données pour élaborer le contenu. Donc, les données peuvent provenir de différentes sources, là, entre autres la littérature scientifique, mais aussi ça peut être des cadres déjà existants, ça peut être des compétences qu'on voit dans les offres d'emploi. Dans nos écrits, on a vu plusieurs types de données possibles. Ensuite, ça prend des ressources humaines, dans le fond, pour aller travailler à développer le cadre national de compétences. Et ça prend des ressources financières qui peuvent venir de différentes sources privées ou publiques. Après ça, on a les actions à mettre en place pour développer le cadre national de compétences. Donc, il va falloir d'abord aller collecter les données. Donc, on peut, pour faire ça, aller faire des consultations d'experts ou consulter nos groupes cibles, extraire de l'information provenant de documents, faire des entrevues avec des personnes ressources. Bref, dans le rapport, on décrit une panoplie de façons d'aller collecter les données. Après ça, il y aura l'analyse de ces données-là et la création d'une première proposition de cadre qui va ensuite être mise à un test et des ajustements devront être faits. Donc, c'est vraiment un processus itératif. Là, vous allez voir, je vais vous parler un petit peu d'une marche à suivre un peu plus tard. Et on voit que le cadre national de compétences doit se faire sur plusieurs étapes avec des ajustements selon les rétroactions qu'on obtient.
Après ça, il va ressortir des extraits de tout ça. Donc, le cadre national de compétences en tant que tel va être publié. Donc, il y aura une publication du cadre national de compétences. Il peut aussi être hébergé sur une plateforme numérique. C'est ce qu'on a vu beaucoup dans les écrits qu'on a consultés. Et il doit s'accompagner de guides de référence, de guides d'utilisation, en fait, pour les employeurs, les travailleurs et pour les milieux de la formation. Donc, il ne doit pas être seul. Il doit être accompagné d'une façon, dans le fond, pour aider les personnes à se l'approprier. Et c'est important que tout ce processus-là soit basé sur des assumptions théoriques. Donc, il doit avoir des fondements théoriques solides concernant la définition, le développement, la progression, l'évaluation des compétences pour s'assurer d'un bagage théorique solide qui va soutenir tout le processus. Il y a des résultats qui sont attendus, dans le fond, de la création du cadre national de compétences. À court terme, ben, c'est un outil commun pour structurer, harmoniser le développement des compétences entre les parties prenantes. À moyen terme, on parle d'une base. En fait, ça va être une base qui va pouvoir, après ça, soutenir une personnalisation sectorielle selon les différents ordres d'enseignement et milieux de travail. Donc, ça pourra être fait dans un moyen terme. Et à long terme, ben, il est espéré qu'il contribue à la croissance organisationnelle, à la compétitivité, puis à l'édification d'une société apprenante. Et tout ça, dans le fond, est influencé par différents facteurs contextuels. Donc, on a identifié divers facilitateurs et obstacles qui peuvent entraver, dans le fond, ou bonifier le processus de développement là, du cadre national de compétences. Ça m'amène à vous parler des facteurs de pérennisation. C'est-à-dire que si on veut que le cadre soit utilisé à long terme, qu'il soit capable de suivre l'évolution de la formation et du marché du travail, il faut d'emblée penser aux paramètres de pérennisation là, du cadre de compétences. Donc, on a identifié à partir d'un modèle théorique différents éléments à réfléchir dès le départ, hein, dès la conception du cadre. Il faut réfléchir à comment on va s'assurer qu'il soit durable dans le temps. Donc, le premier élément qu'on a identifié, c'est la stabilité du financement et le soutien politique. Donc, ça, c'est des éléments centraux qui doivent être présents tout au long du développement, de l'implantation et de la pérennisation. Après ça, on a identifié qu'il faut s'assurer, dans le fond, d'avoir une stratégie pour évaluer et adapter en continu le cadre. Donc, il faut s'assurer d'avoir des mécanismes pour aller chercher la rétroaction des utilisateurs, pour s'assurer de le mettre à jour, intégrer les nouvelles données de recherche, intégrer les nouveaux besoins du marché du travail, procéder à des mises à jour régulières. Donc, ce processus-là doit être défini dès le départ. Après ça, c'est important aussi de mettre en place un plan de communication et de partenariat pour assurer la diffusion, l'appropriation, la formation des utilisateurs au cadre national de compétences. Parce que de développer un cadre national sans l'appuyer par ces éléments-là, c'est peu probable qu'on ait des effets positifs. Donc, il faut s'assurer de former les gens à son utilisation et qu'ils se l'approprient. On a aussi la capacité organisationnelle qui est importante, donc entre autres la plateforme numérique pour soutenir et avoir un guichet unique, dans le fond, pour que tout le monde puisse aller consulter le cadre national de compétences à un seul endroit. Ça fait partie des recommandations qui ont été émises dans les écrits scientifiques. Et enfin, au niveau de la planification stratégique, il y a différents éléments qui ont été mis en place pour s'assurer que le cadre soit périn. Entre autres, un exemple, là, il y a certains cadres qui mentionnaient la possibilité de créer une certification nationale à l'utilisation de ce cadre-là, qui serait dispensée par des organismes agréés pour assurer, dans le fond, que le cadre soit utilisé de façon pérenne là, dans l'avenir. Ça, c'était nos résultats. Là, je vois le temps qui avance, donc je vais accélérer. Ben, je veux pas accélérer, mais je vais pas perdre d'enfant. J'ai déjà un bon rythme, je pense, alors je vais poursuivre sur ma voie. On a identifié des pistes de solutions ou des pistes d'action qui sont soutenues par nos résultats de la recherche. Le premier que je vais vous parler, c'est ici. C'est la marche à suivre, dans le fond, pour encadrer la création du cadre national de compétences. Comme je vous disais, nos 4 livrables, quand on a pris les résultats de ces 4 livrables-là, donc la description des référentiels qu'on a consultés, les familles de compétences, la définition de la compétence et les facteurs pour assurer la pérennisation et l'implantation du cadre, ça nous a permis d'identifier une marche à suivre, dans le fond, en 6 étapes.
avec des éléments incontournables à considérer dans chacune de ces étapes-là, utiles pour les personnes, dans le fond, qui vont travailler au développement concret là, du cadre national de compétences. Donc, je ne vais pas là, les, euh, les détailler détaillé ici présentement ce matin, mais dans le rapport de recherche, c'est bien décrit l'ensemble des étapes, là, qu'est-ce qu'il doit contenir, par exemple, pourquoi on doit créer un comité de pilotage intersectoriel, qui devrait être dans ce comité-là. Donc, ça, c'est des éléments qui ont été décrits dans le rapport et qui sont issus de nos résultats de recherche. Ça, c'est notre premier résultat concret. Ensuite, je vous dirais, pour ce qui est des pistes, d'autres pistes de solutions, je pense que, et l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on a constaté, en fait, l'importance de prendre en compte la diversité identitaire dans la création du cadre national de compétences. En fait, l'un des constats qu'on a fait, c'est que la plupart des cadres qu'on a recensés avaient peu de considérations explicites sur les diversités identitaires des personnes. Donc, il y a peu de documents qui abordaient les besoins des groupes historiquement marginalisés ou sous-représentés, comme les personnes en situation de handicap, les travailleurs âgés, les personnes issues des Premières Nations ou de l'immigration. Donc, cette absence de sensibilité-là aux questions d'équité, diversité, inclusion, je pense que ça constitue une limite à la littérature qu'on a identifiée, puis une opportunité stratégique pour le Québec de se positionner comme chef de file en la matière. Fait que dans le rapport, on a identifié différents éléments, différentes façons pour s'assurer que le cadre national de compétences respecte les principes d'équité, diversité, inclusion. Entre autres, on a des familles de compétences liées, entre autres, à la famille de compétences organisationnelles et sociétales. Ben, elle comporte des domaines liés aux principes d'équité, diversité, inclusion. Puis on a identifié dans le rapport des exemples concrets, par exemple, les compétences liées à la capacité à travailler dans des milieux interculturels, les compétences liées à la capacité à reconnaître ses biens implicites. On a aussi dans le rapport suggéré que la formulation des compétences doit refléter les principes d'équité, diversité, inclusion. Par exemple, on a recommandé dans les compétences communicationnelles, actuellement, ce qu'on retrouve dans les écrits, c'est la compétence de communication orale et écrite, mais on recommanderait d'indiquer explicitement la compétence de communication en langue des signes pour comme une modalité équivalente de communication, dans le fond, pour pas exclure les personnes sourdes ou malentendantes. Donc, ça, c'est des éléments pour lesquels on a une sensibilité là, importante. Puis aussi dans les étapes de conception et de planification du modèle logique, ben on pense que l'équité, diversité, inclusion est présente à chacune des étapes. Par exemple, ça serait important de consulter dans les groupes cibles, de consulter des groupes historiquement marginalisés ou des groupes sous-représentés, d'aller chercher leur rétroaction sur comment ils perçoivent le cadre de compétences. Donc, on pense qu'avoir une approche inclusive va permettre à toutes les personnes de s'y reconnaître, de pouvoir s'y projeter, de faire valoir leurs compétences. Puis on pense que le Québec peut poser les bases d'un outil exemplaire là, en matière d'équité, diversité, inclusion pour contribuer à créer une société là, apprenante inclusive. L'autre élément qu'on voulait mettre en lumière par nos résultats de recherche, pardon, l'importance de miser sur l'apprentissage tout au long de la vie pour faire face aux transformations du travail. Donc, on voit que les changements dans certains domaines d'emploi, par exemple la santé numérique, l'intelligence artificielle, l'économie verte, ça fait transformer les compétences attendues, hein, et puis ça amène des compétences transversales complexes à être utilisées comme la pensée critique, la gestion de l'information, euh, la collaboration interdisciplinaire. Puis on pense que le cadre de compétences doit être un outil qui puisse s'adapter et répondre à ces besoins-là et s'assurer, dans le fond, qu'il puisse suivre l'évolution des besoins futurs pour accompagner les transitions professionnelles, puis soutenir une culture organisationnelle de développement continu. Donc ça, c'est un élément qu'on a fait valoir aussi là, dans le rapport. Il me reste une minute, j'irai avec les limites de notre recherche. En fait, ben, les limites de la recherche, c'est certain que je t'expliquais qu'on a conservé la littérature des 15 dernières années.
qui a permis en fait d'assurer de refléter les réalités actuelles du marché du travail, mais qui a pu évidemment entraîner l'exclusion de certains cadres antérieurs qui pouvaient avoir une valeur historique ou conceptuelle. Donc ça, c'est une limite à retenir. On a aussi fait le choix de conserver uniquement les cadres de compétences transversales, donc les cadres sectoriels spécialisés, les cadres destinés à une discipline spécifique ont été écartés. Donc ça, c'est à considérer dans l'interprétation des résultats aussi. Et l'exclusion de documents rédigés dans d'autres langues que le français ou anglais pourrait avoir introduit là, un biais géolinguistique. Enfin, quelques pistes de recherche pour terminer. Ben, il nous reste à valider empiriquement, hein, dans le fond, la proposition qu'on fait. La proposition de démarche à suivre, la proposition de paramètres de pérennisation est basée sur les écrits scientifiques, mais ça pourrait être pertinent, en fait, d'aller valider par des consultations en milieu, des observations en milieu aussi, comment ça pourrait réellement être applicable dans la réalité. Je pense aussi qu'il faudrait s'assurer là, de faire l'analyse de l'aspect inclusif du cadre selon des caractéristiques identitaires pour des populations ciblées. Le cadre, en fait, doit être développé. Notre démarche a été pensée pour favoriser l'arrimage opérationnel entre la formation et le marché du travail. Ce serait important d'aller le vérifier empiriquement pour s'assurer que c'est bien le cas. Et enfin, on n'a pas abordé, en fait, on a peu abordé comment les technologies émergentes peuvent soutenir le développement des compétences. On pense qu'à l'heure actuelle, ce serait un incontournable de se questionner sur cet aspect-là. Donc, comment les technopédagogies et autres technologies peuvent aider à soutenir l'implantation et la pérennisation d'un cadre national de compétences. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir passer à la présentation de Gustavo Adolfo Angulo Mendoza. Angulo Mendoza, décidément. Qui sera accompagné, en fait, qui est accompagné de plusieurs chercheurs, chercheuses qu'on ne voit pas à l'écran, mais son équipe est bien présente derrière, puis pourra intervenir, je crois, pendant la période de présentation. Donc, vous voyez son titre à l'écran, mais je me permets quand même de le rappeler malgré tout. Donc, c'est Reconnaissance des compétences et valorisation des parcours d'apprentissage à l'ère du numérique, une revue systématique des solutions innovantes. Il s'agit encore une fois d'une synthèse des connaissances. Puis, je me permets de présenter Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, qui est professeur agrégé en technologie éducative et formation à distance au département d'éducation de l'Université TÉLUQ, ainsi que directeur adjoint et chercheur régulier du Centre de recherche et d'innovation en technologie éducative du Québec, ITEC. Il est également rédacteur associé de la revue Médiation et médiatisation et rédacteur pour la francophonie de l'International Journal, je vais le dire à l'anglaise, de l'International Journal of E-Learning and Distance Education. Dans sa recherche, M. Angulo Mendoza s'intéresse à l'ingénierie et à la conception pédagogique, à l'analyse des données massives et des données fines issues des dispositifs de formation en ligne, ainsi qu'à l'usage du numérique dans l'enseignement et la formation des adultes. Donc, je n'en dis pas plus, je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup. Et il me fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats du travail que nous avons réalisé dans le cadre de ces projets sur les dispositifs, les outils et les mécanismes soutenus par le numérique pour la reconnaissance des compétences et pour la valorisation des parcours d'apprentissage. Et oui, dans ce projet, j'ai eu le privilège de compter sur la collaboration de mes collègues Katia Papi, Isabelle Savard, Patrick Plante, Valérie Psyché et Jean-Luc Bédard, ainsi que de nos partenaires du projet qui sont l'ICA et le cadre 21. Et nous avons aussi compté sur l'excellent travail de plusieurs assistants et professionnels de recherche, dont Wanderlucy Césac, Amélie Baudouin, Lauriane Tremblay, Nathalie Bousquet, Margarita Orbegoso et Jérémy Paradis. Et voici les plans proposés pour cette présentation. D'abord, un rappel des objectifs du projet. Ensuite, une synthèse des résultats issus de la revue systématique
quelques pistes de solutions concrètes qui ont été identifiées dans les travaux et les nouvelles pistes de recherche que certains de nos résultats nous permettent d'envisager. En commençant donc par les objectifs qui ont guidé ce projet, notre étude visait d'abord à identifier les outils numériques, les pratiques et les mécanismes les plus efficaces pour documenter, évaluer et reconnaître les compétences développées dans des contextes variés, que ce soit au travers des formations formelles, informelles ou de celles issues de l'expérience professionnelle. Et l'objectif était aussi de classifier ces instruments en fonction de leur adaptabilité à différents parcours d'apprentissage et de repérer les obstacles signalés par les chercheurs et par les praticiens afin de proposer des solutions concrètes pour informer l'implémentation des dispositifs numériques de reconnaissance. Et pour répondre à ces objectifs, nous avons mené une revue systématique de la littérature qui portait sur les dispositifs de reconnaissance tels que les carnets de compétences, les portfolios numériques, les passeports de formation, que ce soit au niveau institutionnel ou sectoriel ou de portée nationale ou internationale. Les articles qui ont été retenus portaient à la fois sur des dispositifs ou des outils de reconnaissance que sur des dispositifs plus institutionnels qui visaient l'évaluation et la reconnaissance des acquis dans différents contextes éducatifs et professionnels. Nous avons conduit un processus de sélection de publications qui nous a permis d'identifier un corpus final de 171 articles après un tri rigoureux parmi plus de 1200 publications qui avaient été identifiées au départ. Mais l'objectif aujourd'hui n'est pas d'entrer dans les détails méthodologiques de la recherche, mais de nous concentrer sur les résultats. Mais si vous voulez connaître davantage sur notre approche méthodologique, on vous invite à consulter les protocoles de la revue systématique dont le lien vous a été partagé. Vous y trouverez les détails sur les stratégies de la recherche, par exemple les termes qui ont été employés, les bases de données consultées, l'expression de recherche utilisée, donc les critères d'inclusion, d'exclusion, ainsi que les détails sur les processus de sélection et les détails aussi de l'instrument utilisé pour l'extraction des données. Et on vous a aussi partagé les liens vers l'ensemble des données de réplication qui comprennent entre autres les données extraites, les analyses de fiabilité interjuge et la bibliothèque Zotero avec l'ensemble des publications qui ont été retenues. Regardons les principaux résultats de notre revue systématique de littérature. Dans cette partie, on l'a divisée en trois volets selon les trois objectifs du projet. D'abord, un portrait des principaux outils numériques et des mécanismes de reconnaissance des compétences. Ensuite, une classification de ces dispositifs selon leur adaptabilité aux différents parcours d'apprentissage. Puis, une mise en lumière des défis, mais aussi des bonnes pratiques qui ont été observées. En commençant par les outils numériques et les mécanismes de reconnaissance des compétences, ce qui correspond à notre premier objectif. Donc, ce qui revient très souvent dans la littérature, c'est l'intérêt grandissant pour les certifications numériques qui sont présentés comme des instruments importants dans un écosystème numérique grandissant parce qu'elles permettent de manière fiable l'authentification et la valorisation des qualifications. Parmi les formats rencontrés, on retrouve notamment les certificats numériques, les badges et les microcertifications. Le standard des Open Badge en particulier est très utilisé. Ces standards s'appuient sur certaines métadonnées, comme par exemple la compétence visée, les critères d'évaluation ou encore l'émetteur de l'accréditation pour garantir la lisibilité et l'interopérabilité de cette reconnaissance. L'intégration de ces certifications numériques dans les environnements numériques d'apprentissage permet
d'automatiser l'émission des attestations, ce qui pourrait simplifier la gestion administrative et vient renforcer aussi la traçabilité. Un autre outil particulièrement intéressant est celui des portfolios numériques. Donc, ce sont des collections numériques qui permettent aux individus de documenter leurs apprentissages et leurs réalisations au fil du temps. On peut aussi y intégrer des travaux, euh, des projets réalisés, des certifications, mais aussi de réflexions personnelles. Et la littérature retenue souligne que ces portfolios numériques favorisent une évaluation plus transversale, mais aussi une évaluation fondée sur l'évidence et permettent aussi le développement d'une métacognition réflexive. Donc, cette capacité à prendre du recul sur son propre processus d'apprentissage. Et certaines études indiquent que les établissements qui intègrent ces outils dans leur programme les trouvent très utiles. Et du point de vue des étudiants, les portfolios numériques les aident à mieux articuler leurs compétences et à comprendre la valeur de ces compétences sur le marché du travail. Et les carnets de compétences, un autre dispositif qui mérite notre attention, ce sont des répertoires structurés qui suivent les progrès d'un individu tout au long de son parcours éducatif, mais aussi professionnel. Ces carnets de compétences contiennent des données essentielles sur les tâches réalisées, les formations qui ont été suivies et aussi les qualifications qui ont été obtenues. Ces carnets servent à fournir des preuves concrètes des compétences acquises, ce qui facilite l'évaluation, que ce soit par des employeurs ou par des organismes, des établissements de formation et d'éducation. Et avec le numérique, ces carnets ont également évolué vers des plateformes électroniques, ce qui permet une mise à jour en temps réel, entre guillemets, mais aussi une meilleure communication entre les parties prenantes et un suivi plus dynamique des compétences. Bref, on observe dans la littérature une évolution rapide de ces dispositifs, impulsée à la fois par les avancées technologiques et par les transformations du marché du travail. Euh, Ces outils sont très souvent utilisés de manière complémentaire, mais ultimement, le but de ces outils et de ces dispositifs est de faciliter la documentation des compétences qui ont été acquises, d'organiser les acquis tout au long de la vie et de centraliser quelque part les formations qui ont été suivies. Ceci permet la planification des trajectoires professionnelles et vient renforcer la reconnaissance des qualifications dans divers contextes. Donc voilà pour ce premier tour d'horizon. Donc cette analyse nous permet de mieux comprendre la diversité des outils disponibles aujourd'hui pour appuyer la reconnaissance des compétences, mais aussi les logiques institutionnelles qui motivent leur adoption, les logiques aussi pédagogiques ou technologiques. Regardons maintenant ce que nous proposons comme classification de ces dispositifs selon leur degré d'adaptabilité aux différents parcours d'apprentissage. Pour nous, depuis le début du projet, on trouve que cet objectif est assez central dans notre démarche, et surtout dans un contexte où la reconnaissance des compétences prend une place importante compte tenu du fait que les gens développent aujourd'hui leurs compétences dans une grande diversité de contextes, qu'ils soient formels, non formels, informels ou dans sa vie professionnelle. Et pour répondre à ces réalités, nous proposons, en fonction de la littérature qui a été analysée, une classification des outils numériques selon leur capacité à s'adapter aux différents parcours d'apprentissage, en espérant que cette classification pourra aider à mieux comprendre de quelle manière ces outils peuvent soutenir la reconnaissance des acquis dans des contextes assez divers. Donc, commençons par la formation formelle, celle réalisée dans les établissements d'enseignement traditionnels.
où la reconnaissance repose sur des mécanismes standardisés, bien alignés avec les curriculums et avec les cadres d'accréditation. Parmi les outils les plus utilisés, on va retrouver les portfolios et les badges numériques, les portfolios qui permettent aux apprenants de documenter leurs réalisations et de fournir des preuves de leurs compétences, souvent en format multimédia, donc des vidéos, des choses comme ça, et souvent en lien avec des objectifs d'apprentissage prédéfinis. On a aussi les badges numériques et les microcertifications aussi, qui ont l'avantage de la granularité, de la transférabilité aussi, l'agrégation et la possibilité d'une vérification. Euh, mais cela étant dit, cette rigueur peut devenir aussi une limite lorsqu'il s'agit de reconnaître des compétences acquises en dehors des cadres plus institutionnels. Donc, du côté de la formation non formelle, par exemple, dans les programmes de développement professionnel ou dans les initiatives communautaires, on privilégie des outils beaucoup plus souples. Plusieurs publications mentionnent l'utilisation des cadres de compétences, des portfolios de projets ou encore des attestations descriptives. Ces dispositifs permettent d'intégrer différents types de pièces justificatives, que ce soit des réalisations concrètes ou des retours des employeurs ou des témoignages des pairs. Donc, ces outils s'avèrent particulièrement adaptés à des contextes modulaires et flexibles, par exemple des ateliers ou des formations de courte durée. Toutefois, leur crédibilité dépend fortement de l'engagement des parties prenantes et de leur alignement avec les standards du domaine. Et en ce qui concerne l'apprentissage informel, pensons à l'auto-formation ou les apprentissages acquis dans la vie quotidienne, ben, les défis sont encore beaucoup plus importants. La littérature identifie des outils numériques plus innovants, notamment les badges ouverts, les certifications basées sur la blockchain et les systèmes d'évaluation appuyés par l'intelligence artificielle. Ces technologies permettent une reconnaissance plus décentralisée en dehors des institutions éducatives à partir d'épreuves souvent non structurées. Par exemple, la blockchain garantit des enregistrements sécurisés et virtuellement infalsifiables, tandis que l'intelligence artificielle pourrait analyser des productions très variées et leur relier à des référentiels de compétences. Ces outils sont prometteurs pour des parcours non linéaires comme ceux de travailleurs autonomes ou des professionnels autodidactes. Mais attention, l'absence d'une supervision formelle soulève des enjeux importants en matière de fiabilité et de transparence. Et dans les apprentissages réalisés en milieu de travail, la reconnaissance des compétences repose de plus en plus sur des outils qui sont intégrés au processus organisationnel. On observe l'émergence des micro-certifications euh, qui sont co-développées avec des employeurs. L'émergence aussi des cartographies dynamiques des compétences et des portfolios de revalidation. Donc, ce dispositif vient faciliter la documentation actualisée des compétences acquises dans les milieux de travail et il est possible d'intégrer les retours des superviseurs. Ce sont des outils qui ont le grand avantage de s'ajuster aux besoins assez changeants du marché. Mais leur efficacité dépend de l'infrastructure numérique de l'organisation, qui n'est pas toujours au rendez-vous, et de l'implication réelle des employeurs dans les processus de reconnaissance. Donc, ces outils numériques de reconnaissance des compétences sont assez diversifiés
et ils peuvent s'adapter progressivement aux réalités des différents parcours d'apprentissage. La littérature qui a été retenue nous souligne que les dispositifs les plus efficaces sont ceux qui parviennent à concilier d'un côté l'exigence et d'un autre côté la flexibilité, selon les contextes d'apprentissage, selon aussi les types d'évidence qui est mobilisé, mais aussi selon le niveau de reconnaissance qui est recherché. Et à mesure que les technologies vont continuer à évoluer, et notamment l'intelligence artificielle et la blockchain, on pourrait envisager des dispositifs de reconnaissance qui sont plus fluides, qui sont aussi plus interopérables et potentiellement plus inclusifs. Et concernant notre troisième objectif, on constate qu'au fur et à mesure que ces dispositifs numériques de reconnaissance des compétences gagnent en importance dans les politiques de formation et d'employabilité, il y a aussi un certain nombre de défis qui viennent ralentir leur déploiement, mais la littérature, heureusement, permet toutefois d'identifier des leviers prometteurs et des solutions concrètes pour tenter de surmonter certains de ces obstacles. Et un premier obstacle majeur est la résistance institutionnelle au changement. D'abord, l'adoption d'outils comme les microcertifications, les portfolios numériques nécessite souvent une révision en profondeur des programmes, nécessite aussi une réorganisation administrative et ultimement nécessite un changement de culture. Les établissements d'enseignement peuvent donc se montrer un peu prudents ou voire réticents face à ce type de transformation. Et en parallèle, on observe un manque de coordination entre les parties prenantes et parfois une absence de normes partagées, ce qui vient complexifier l'intégration de certains des outils dans les, les structures déjà existantes. Donc, bien ensuite, les défis techniques et ergonomiques, donc les problèmes d'interopérabilité entre systèmes, la sécurité des données ou encore l'accessibilité pour des usagers aux compétences numériques variables sont des éléments qui représentent des freins récurrents. Par exemple, certaines des études montrent que il y a un certain nombre d'étudiants qui éprouvent des difficultés à naviguer dans les plateformes des portfolios numériques. Et à ça, on peut ajouter la charge administrative que représente la collecte, l'analyse et la validation des preuves de compétences, en particulier dans les dispositifs individualisés. Et un autre défi concerne l'évaluation elle-même. Lorsque l'évaluation repose sur des portfolios ou des récits personnels, elle peut devenir assez subjective, puis difficile à normaliser, donc difficile à crédibiliser. L'évaluation des compétences transversales ou comportementales, comme par exemple l'autonomie ou la collaboration, est particulièrement portée à l'interprétation. Dans l'absence d'outils d'évaluation standardisés pourrait fragiliser la fiabilité des démarches, tant aux yeux des apprenants que des employeurs. Mais malgré ces défis, il y a quand même des pratiques inspirantes qu'on pourrait souligner. Par exemple, l'utilisation des modèles d'évaluation hybrides qui combinent des preuves qualitatives et quantitatives qui sont analysées par des panels d'experts. Ces modèles viennent renforcer la rigueur et valoriser la diversité des parcours d'apprentissage. L'élaboration des grilles explicites et l'intégration d'exemples de production qui sont attendus permettrait d'harmoniser les attentes et de faire en sorte que les critères soient beaucoup plus transparents.
L'accompagnement individualisé joue aussi un rôle important euh, pour aider les candidats à mieux comprendre les exigences et à mobiliser les bonnes évidences. On peut penser à des séances de préparation, à des rétroactions personnalisées, mais et peut-être aussi à la présence de mentors. Cet accompagnement est particulièrement important pour les personnes éloignées des parcours scolaires traditionnels, pour les travailleurs peu qualifiés, par exemple, certains profils de personnes immigrantes ou en situation de handicap. La collaboration entre les milieux éducatifs, les milieux professionnels et les milieux communautaires est également un levier euh, structurant. Les dispositifs qui sont élaborés en partenariat avec les employeurs, par exemple, gagnent en pertinence sur le marché du travail et cette corresponsabilisation favorise aussi la confiance qui est déposée dans les certifications délivrées et facilite aussi les transitions professionnelles. Et côté solutions techniques, plusieurs recommandations se dégagent. D'abord, une mise en œuvre progressive et modulaire, c'est-à-dire tester les outils numériques à petite échelle avant d'envisager un déploiement beaucoup plus large. Ensuite, l'adoption des protocoles de données ouverts et d'interfaces applicatives pour faciliter l'interopérabilité entre systèmes et ainsi réduire les coûts d'intégration, euh, des formations ciblées pour les évaluateurs, pour les enseignants et pour les équipes techniques seraient aussi nécessaires pour assurer la qualité des dispositifs. L'accessibilité et l'inclusivité sont des éléments qui ne doivent pas être négligés. La conception universelle des plateformes adaptées aux besoins variés des utilisateurs est quelque chose de plus en plus reconnu comme étant essentiel pour réduire les inégalités numériques. Et au niveau macro, l'alignement avec les politiques publiques est fondamental dans des cadres de référence nationaux, un système de validation des acquis de l'expérience de portée nationale ou sectorielle vient montrer une gouvernance claire, une évaluation continue et une logique aussi d'amélioration constante qui sont nécessaires pour maintenir la crédibilité de ces dispositifs. Donc, malgré les défis, il y a des conditions qui peuvent favoriser le développement de dispositifs de reconnaissance numérique qui sont robustes et qui sont aussi pertinents en une gouvernance collaborative, des pratiques d'évaluation hybride, un accompagnement personnalisé, le déploiement progressif des outils et une articulation claire avec les politiques publiques. Et dans cette partie finale de la présentation, nous formulons des pistes de solutions concrètes appuyées par les résultats de la recherche, surtout à l'intention des organismes gouvernementaux qui sont concernés. Donc, nous avons organisé ces pistes de solutions selon trois grands axes d'action. Le premier axe concerne l'optimisation des fonctionnalités d'un espace numérique dédié à la reconnaissance des compétences. Et les études analysées mettent en évidence une certaine fragmentation des dispositifs de reconnaissance qui nuit à leur efficacité. Donc, nous proposons de créer un espace numérique unifié à l'échelle provinciale qui intègre des outils complémentaires comme le portfolio numérique, les badges, les microcertifications et aussi un carnet de compétences structurées. Il faut également enrichir les métadonnées liées aux certifications numériques, inclure par exemple les critères d'évaluation, les niveaux de maîtrise, les organismes metteurs, ainsi de suite. La traçabilité des compétences pourrait également être renforcée grâce à des technologies comme la chaîne des blocs qui viennent renforcer l'authenticité des certifications et qui viennent aussi favoriser la protection des données personnelles. Cet écosystème devrait offrir des interfaces adaptatives selon les profils de l'utilisateur,
Par exemple, s'il s'agit d'un apprenant, d'un agent, d'un établissement d'enseignement, d'un employeur ou par exemple d'une personne évaluatrice d'un ordre professionnel et devrait aussi intégrer des outils d'aide à l'orientation. Et le deuxième axe, adapter les instruments au parcours d'apprentissage diversifié. Nous suggérons ici de mieux reconnaître la diversité des acquis, qui soient issus des contextes formels, non formels ou informels. Et ça passe par un référentiel de compétences modulaires et bien aligné sur le cadre national de qualification et inclure des passerelles entre les différents types de reconnaissance. Proposer également des outils d'autodiagnostic, des outils d'analyse des acquis et d'analyse des recommandations de formation aussi qui soient en lien avec les compétences attestées, les objectifs de la personne et les besoins du marché du travail. La reconnaissance des compétences transversales et socio-émotionnelles devrait être aussi encouragée. Donc, ce sont des compétences qui sont souvent acquises de manière informelle et elles pourraient être évaluées par des approches multimodales. Le troisième axe concerne la mobilisation de certains leviers d'action pour surmonter les obstacles. D'abord, la gouvernance. Il faudrait se doter d'une structure multipartite avec le ministère, les employeurs, les établissements éducatifs, les syndicats, etc., les organismes communautaires aussi. Et il est essentiel aussi de renforcer les capacités des acteurs. Pour cela, il conviendrait de penser au développement de formations, des guides pratiques, mais aussi des communautés de pratiques intersectorielles. On recommande aussi une approche itérative pour le déploiement de l'écosystème et accompagné d'un cadre d'évaluation qui permet de mesurer les impacts et proposer des services d'aide à l'utilisation des outils des ressources d'auto-formation, mais aussi on peut penser à former un réseau de conseillers spécialisés qui soient présents dans certains milieux. Pour finir, quelques pistes de recherche qui pourraient être développées. D'abord, analyser l'impact réel des dispositifs numériques de reconnaissance des compétences sur les parcours des individus. On pense ici à leur influence sur l'insertion professionnelle, sur la mobilité dans l'emploi ou entre les secteurs d'emploi, mais aussi sur la motivation à apprendre tout au long de la vie. L'intégration de certaines technologies comme l'intelligence artificielle et la blockchain mériterait d'être davantage euh, investiguée, donc des recherches seront nécessaires pour cerner les conditions d'une intégration responsable, mais aussi équitable et sécurisée de ces technologies. Il serait pertinent aussi d'approfondir les recherches sur les modèles d'évaluation hybride qui combinent des approches traditionnelles avec des outils numériques tels que la microcertification ou les portfolios numériques. L'engagement des employeurs, des ordres professionnels et des organismes sectoriels constitue un levier fondamental, mais plusieurs travaux soulignent que leur participation reste quand même assez limitée. Donc, il serait donc nécessaire de mieux comprendre les facteurs qui favorisent ou qui freinent aussi hein, leur engagement et d'identifier des stratégies de sensibilisation. Finalement, des recherches seront également nécessaires pour identifier les dispositifs les plus efficaces pour prévenir l'exclusion numérique, en particulier chez les personnes éloignées du domaine de la formation ou celles qui sont moins familières avec les outils technologiques. Et voilà, au nom de toute l'équipe de recherche, je tiens à adresser notre remerciement au partenaire ministériel du projet et je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Oui, merci.
En fait, je veux aussi vous remercier au nom du Fonds pour ces deux présentations très, très riches. Je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent, parfois il y a des questions qui reviennent en tête là, dans les semaines, dans les journées qui suivent la présentation. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec les équipes de recherche. Ça leur fait toujours un grand plaisir de vous répondre. Même chose, hein, pareillement pour les personnes qui vont réécouter la rediffusion. Donc, je rappelle que le tout sera rediffusé à l'exception de la période de questions, sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche. Normalement, ça prend quelques jours, c'est pas très, très long. Et toutes les personnes inscrites vont recevoir d'ailleurs le lien vers la présentation. Voilà, et on vous invite aussi, vous savez, c'est un projet sur le grand défi société apprenante et tout ça. On a plusieurs actions concertées. Il y aura plusieurs rencontres de transfert à venir dans les prochaines années. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre infolette aussi ou à suivre le lien là, d'inscription qui va vous permettre de suivre nos activités dans le futur. Puis vous allez aussi recevoir un petit sondage quand on va fermer la rencontre. Je vous demanderai si vous avez le temps, là, c'est pas très long, de le remplir. Ça nous aide, nous, à aider nos équipes, à aider nos partenaires à penser l'activité de transfert des connaissances. Parlant des partenaires, je vous remercie, hein, vous étiez nombreuses parmi nous aujourd'hui, puis avoir suivi le projet, les projets dans le temps. Donc, merci pour votre engagement. Merci à Marie-Josée pour l'animation des questions, des échanges, puis également au public pour avoir posé justement ces questions, fait des observations, des commentaires qui nous permettent toujours d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que je laisserai peut-être un dernier mot de la fin, un vrai mot de la fin à Marie-Josée? Oui, ben effectivement, je vais aller dans la même lignée. Merci à tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. Puis évidemment, ben, c'est certain que je souhaite souligner le soutien du Fonds de recherche du Québec qui nous accompagne vraiment là, dans les actions concertées. Puis évidemment aussi pour le financement, là, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, donc la SQRI2. Puis je remercie aussi tous les ministères et tous les partenaires qui sont impliqués dans le grand défi de la société apprenante. Donc, c'est vraiment un gros travail de collaboration là, entre interministères et c'est vraiment ça qui en fait la force et qui nous permet d'avoir des beaux projets comme justement la recherche, les volets recherche avec les actions concertées et avec nos autres projets innovation et reliés aussi avec la recherche au niveau des espaces numériques. Donc, merci vraiment pour cette belle présentation aujourd'hui. Merci aux gens qui ont posé des questions. C'était vraiment fort intéressant.